Salut les buveux, bienvenue sous les robiniers. Aujourd'hui on va s'intéresser à un problème crucial, que ce soit en bushcraft, en rando ou dans le cadre de l'autonomie. Je veux parler de la potabilisation de l'eau. On va donc aborder les différentes techniques les plus répandues, leurs avantages et leurs inconvénients. C'est parti. Bien, avant de parler de potabilisation de l'eau, on va déjà aborder les méthodes pour s'en procurer. On verra ensuite que chaque possibilité nécessite des moyens différents pour obtenir un liquide pur et sans risque pour la santé. Alors le plus vieux procédé que l'humanité connaît pour se désaltérer, c'est de récupérer l'eau de pluie. Avant le 19e siècle et l'industrialisation, c'était le plus sûr. Mais aujourd'hui, avec toutes les saletés qui traînent dans l'air, c'est assez risqué en fonction de l'époque de l'année. En règle générale, une pluie ou un orage d'été vous donnera une eau assez bonne, parce que les nuages seront localisés et auront eu peu de chance de rencontrer la pollution atmosphérique entre le moment où ils se sont formés et celui où ils retombent en pluie. Par contre, les pluies d'hiver seront le résultat de nuages ayant parcouru d'énormes distances. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui les usines les plus polluantes se trouvent en Asie ou en Amérique que vous serez protégé du problème. D'autre part, tout dépend des moyens mis en œuvre pour collecter l'eau de pluie. Le plus répandu, c'est bien entendu de récupérer ce qui descend du toit. Or, sur un toit, l'eau va se mêler aux déjections des oiseaux, aux crottes de mouches, à la bave des limaces, aux feuilles d'automne, etc. Résultat, cette eau de pluie est totalement impropre à la consommation. Second moyen le plus répandu de récupérer de l'eau, les cours d'eau, les lacs, étangs et autres mares. Là encore, à moins de trouver la source d'une rivière, et encore, toutes les sources ne sont pas sans risque, vous ne savez pas ce qui baigne dans l'eau. Comme Renaud le dit si bien, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Et je ne vous parle pas des vaches qui défèquent dans les ruisseaux où elles vont boire. Donc là encore, on évite de consommer sans traitement si on ne veut pas choper la courante pendant 10 jours. Troisième moyen de récupérer de l'eau, les fontaines publiques. On en trouve de moins en moins en ville, mais il y en a encore. Par exemple dans les cimetières. En général, cette eau est potable parce qu'elle vient du réseau public. Il y a un risque de plomb à cause des anciennes canalisations, mais si vous n'en buvez pas en permanence, ça n'a rien de dangereux. S'il y a un panneau non potable, c'est bien souvent parce que ça coûte trop cher aux mairies de faire procéder aux analyses, alors elles se couvrent en vous déconseillant de la boire. On trouve par contre beaucoup de fontaines publiques dans les villages. Si vous partez en rando ou que vous tentez l'aventure de l'autonomie, c'est souvent là que vous allez vous approvisionner en premier. Malheureusement, là aussi, il faudra traiter l'eau. Parce que dans la majorité des cas, elle provient de sources captées sur les hauteurs, donc probablement très calcaires, où les terres auront servi au pâturage ou à la culture. Vous aurez donc le choix des dangers entre les nitrates, les azotes, les phosphates et bien entendu le plomb des canalisations que les mairies rurales n'ont pas l'obligation de faire remplacer. Enfin, la dernière possibilité, si vous avez beaucoup de chance, un puits. Si vous avez réussi à dénicher un terrain pour vous installer, que vous avez les moyens de le creuser ou qu'il existait déjà, et que la sécheresse ne l'épuise pas 10 mois par an. Sans compter que dans certaines régions comme l'Est de la France, par exemple, le sous-sol regorge de sel ou de métaux lourds à cause des anciennes mines. Bon, vous l'aurez compris, trouver de l'eau pure au réseau aujourd'hui relève de l'utopie. Heureusement, désormais, il existe deux moyens de s'assurer que l'eau est potable. Tout d'abord, les bandelettes réactives qu'on trouve dans tous les commerces en été et qui servent généralement à tester l'eau des piscines. Ça fonctionne avec un code couleur, oui, sauf que moi je suis daltonien et on est quand même 2 800 000 en France. Alors il est plus simple et surtout moins cher d'utiliser un testeur électronique dans ce genre-là. Voilà. L'inconvénient avec lui, c'est qu'il ne peut pas vous dire si l'eau est dangereuse à boire, parce qu'il ne fait pas la différence entre les matières en suspension dans l'eau.
Donc si le résultat s'approche du 0 mg par litre ou ppm, vous êtes certain que l'eau est pure. Par contre, s'il arrive à plus de 300, la limite considérée comme dangereuse, rien ne vous dit s'il s'agit de calcaire, dont un verre ne vous fera aucun mal, ou de bactéries, de virus ou microbes. Bon, néanmoins, même s'il ne s'agit que de saturation calcaire, en boire de façon habituelle entraîne de gros risques. Le plus bénin, c'est les calculs biliaires, et je peux vous assurer que ça fait déjà un mal de chien. C'est la plus grande souffrance que j'ai connue, et j'ai même dû subir l'ablation de la vésicule après un an à boire une eau trop calcaire. Ensuite viennent les calculs rénaux, sauf que lorsque les reins sont touchés, si vous n'avez pas la chance d'avoir une transplantation, c'est la mort à l'arrivée, pour avoir voulu mettre de l'eau dans le pastis. Non, je rigole, mais tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas déconner avec l'eau. C'est ce qui constitue 99% de notre corps. Alors il est super important de faire gaffe à sa qualité. Maintenant que tout le monde a compris qu'il faut absolument traiter l'eau lorsqu'on la trouve dans la nature, on va s'attaquer aux méthodes. Tout d'abord la plus simple, mais pas la plus rapide. Pour retirer le plus gros des impuretés, vous la passez dans un filtre à café. Ensuite, vous y ajoutez des comprimés de micropures en fonction du volume. Vous attendez 2 heures, vous refiltrez, vous faites bouillir 5 minutes et vous laissez refroidir. Vous pourrez alors la boire sans aucun danger. Mais n'essayez pas de cuisiner ou de faire le café avec, le goût est immonde. Elle est potable et ça s'arrête là. C'est quand même le plus important. Viennent ensuite les pailles filtrantes. Vous savez, ces tubes bleu-vert en vente dans les magasins de sport ou sur Amazon par exemple. Il en existe pour tous les budgets. Je pense même que certains doivent fonctionner. Voici celui que j'ai acheté. C'est de la marque Hydramet. Donc là, vous plongez dans l'eau de ce côté-là et vous aspirez de l'autre côté. Maintenant, je vais vous montrer le résultat de son utilisation. Tout d'abord, avec mon testeur électronique, on va effectuer une mesure sur une eau en bouteille connue pour être l'une des plus pures. Il s'agit de l'eau de source Vallon. Celle-ci est commercialisée en bouteille de 2 litres sous la dénomination Vallon donc, et en bouteille d'1,5 litre sous la dénomination cristalline. Bien entendu, elle est plus chère en 1,5 litre qu'en 2 litres. Remarquez, quand vous achetez de la cristalline, vous avez intérêt à faire gaffe, parce que la marque exploite plusieurs sources totalement différentes. Bon, on y reviendra après. Donc l'eau bouteille Vallon est censée, d'après l'étiquetage, avoir un ppm moyen inférieur à 40. Testons-la pour vérifier. Là, on obtient un ppm de 30, ce qui est considéré comme une eau très pure. Maintenant, l'eau qui vient directement de la source du village. Comme vous pouvez le constater, on obtient 541 ppm. Alors comme je vous l'ai expliqué, ça pourrait tout à fait venir du calcaire en suspension qui est dans l'eau, mais on n'en sait strictement rien. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Donc dans le doute, au-dessus de 300, on s'abstient. Et à part pour faire la lessive, eh ben on peut pas la boire. Maintenant, je vais passer cette même eau dans la paille filtrante. Alors le système,
c'est que déjà vous mettez, il y a un pré-filtre que vous emboîtez au-dessus. C'est un pré-filtre en coton pour retirer les plus grosses impuretés. On a une gourde souple qu'on remplit. Voilà. On y visse la paille. On amorce. Voilà, ça coule. Et il n'y a plus qu'à laisser couler dans le verre. On testera ensuite quand ce sera passé. Ah bah déjà ça coule plus. Voilà. On va laisser passer, on testera juste après. Allez, on a passé un verre. On va donc maintenant faire le test. Alors je sais pas si vous pouvez voir d'où vous êtes, mais là on est à 548 ppm. Cette paille est donc complètement inutile. Et pour info, elle est pratiquement neuve, hein. J'ai dû passer 10 litres avec, alors qu'elle est censée pouvoir filtrer 1500 litres. Donc il n'y a pas photo. C'est de la camelote. Bon, comme je disais, il y en a certainement dans d'autres marques qui doivent fonctionner, mais on n'a franchement pas envie de dépenser 60 € pour tester si ça fonctionne ou pas. Quand on voit que quelque chose de tout neuf, d'une marque assez réputée, ne sert strictement à rien. Mais il existe un autre système de filtration bien connu dans les milieux de l'autonomie et du bushcraft. Je veux parler des filtres à gravité. Dans ce secteur, 4 grandes marques s'affrontent. Berkey, Berkefeld, Purfilter et Vevor. Chacune a son système de filtration, la céramique, le charbon actif ou le mixte des deux. Berkey ajoute même de l'argent pour transformer certaines substances nocives en substances bénéfiques. Mais Berkey a eu des problèmes avec les normes aux États-Unis, là où ils sont construits. Donc on n'en trouve presque plus. Alors on va laisser tomber cette marque. Maintenant, analysons les cartouches filtrantes. Tout d'abord, le charbon actif. Ses pores sont si fins que c'est ce qu'il y a de mieux pour filtrer. Ensuite, les cartouches en bloc de céramique. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça filtre moins bien et ça laisse passer plus d'impuretés que le charbon actif. En fait, la céramique n'est là que pour bloquer les virus, ce que ne fait pas le charbon actif. Et là, on met le doigt sur la première incohérence de ces filtres à gravité.
En effet, tous ceux qui sont commercialisés par Berkefeld pour pouvoir exploiter le double système sont conçus pour faire d'abord passer l'eau par le charbon. Ainsi, ce qui ne sera pas filtré par le charbon ne le sera pas non plus par la céramique, qui est nettement plus poreuse. Je ne dis pas que vous poussez à acheter les cartouches céramiques en plus des cartouches à charbon actif. C'est de l'arnaque pure et simple, mais je vous laisse vous faire votre propre avis. Autre point à prendre en compte à propos de ces filtres. Les cartouches à charbon actif fonctionnent si et seulement si vous les avez amorcées. C'est-à-dire si au préalable, vous les gorgez d'eau. Sinon, l'air emprisonné dans les fibres empêchera l'eau de passer. Or, pour amorcer ces filtres, il faut les coller au robinet pour que la pression de l'eau chasse l'air. Quand on vit en autonomie sans réseau d'eau, on se retrouve comme un avec un engin à 400 balles en moyenne qui ne servira qu'à décorer votre cabane dans les bois. Mais bon, vous pouvez les utiliser si vous habitez en ville et que l'eau de votre réseau sent le chlore. A vous de voir si vous voulez débourser 400 balles plutôt que de laisser reposer l'eau 12 heures le temps que le chlore s'évapore. Purefilter et Vevor font l'inverse de Berkefeld. Ils mettent du charbon actif dans la céramique. C'est mieux et en plus c'est moins cher. Surtout chez Vevor. Néanmoins, il faut changer les cartouches tous les 6 mois, ce qui revient donc au minimum 3 fois plus cher que l'eau en bouteille. Enfin, dernier point, le fin du fin, si je puis dire. En effet, ces filtres à cartouches sont tellement fins que si votre eau est un peu trop calcaire, ils seront bouchés et inutilisables au bout de 2 mois. Il vous restera à aller passer une nuit vinaigre, puis à les rincer avec 50 litres d'eau que vous serez auparavant allé chercher à la fontaine. Par contre, ça pourrait être pas mal pour filtrer l'eau de pluie, sauf que là aussi, il y a un hic. En effet, ces cartouches sont capables de filtrer la plupart des particules solubles dans l'eau. Je dis bien la plupart. Maintenant, imaginez que vous vivez dans les bois et que vous récupérez la majeure partie de votre eau à partir de l'automne, c'est-à-dire lorsque les feuilles des arbres commencent à tomber. Le problème, c'est que l'eau de pluie et les feuilles sèches, ça fait pas bon ménage. En effet, tout comme le thé et la tisane, ça infuse et ça libère des colorants sous forme de tanin. Bien souvent, votre eau de pluie de récupération sera plus ou moins brune, et plutôt plus que moins. Or, les tanins, ça ne fait pas partie des particules que ces appareils seront capables de filtrer. Imaginez si vous voulez remplir votre bac supérieur de café. Une fois filtré, ça aura le goût de l'eau, mais ça sera toujours aussi noir. Bon, maintenant, si vous voulez faire cuire vos spaghettis dans de la tisane d'acacia, libre à vous, mais bon. Ceci étant, il reste un excellent moyen d'obtenir de l'eau potable à peu de frais. C'est pas fait pour la rando, mais c'est parfait pour la vie en autonomie. Je veux parler de l'alambic. Alors bien sûr, on ne va pas fabriquer de l'agneau, mais le principe sera le même. Il vous faut trouver une vieille cocotte minute sur une brocante, sur laquelle vous branchez un tuyau de cuivre souple, acheté dans n'importe quel magasin ou sur Amazon par exemple, pour 20 balles. Vous faites bouillir votre eau, la vapeur passe par le tuyau et ressort à l'autre bout sous forme d'eau pure. C'est du système D, mais c'est franchement le meilleur moyen qu'on ait inventé. Pour terminer cette vidéo un peu longue, j'aimerais revenir sur le testeur électronique et l'eau en bouteille de marque cristalline. Comme je vous le disais plus haut, le testeur va vous donner le nombre de milligrammes de matière en suspension dans 1 litre d'eau. A savoir qu'une eau est considérée comme très pure en dessous de 50, pure en dessous de 100, dangereuse à partir de 300 et très dangereuse à partir de 500. Mais ça, c'est valable pour l'eau qu'on trouve dans la nature parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Maintenant, prenons par exemple la cristalline, justement. Pour ceux qui ne font pas gaffe à ce genre de truc pendant les courses, vous pensez acheter toujours la même chose. Grosse erreur. Allez, ici, j'ai 3 bouteilles de cette cristalline. L'une est de la source Vallon à 37 ppm en moyenne, donc très pure. Celle-ci, c'est la source Aurel à 334 ppm, donc normalement non potable. Sauf que les matières en suspension sont des sels minéraux bénéfiques à la santé. Celle-ci, c'est de la Sainte-Sophie à 554 ppm, donc normalement dangereuse. Sauf qu'une fois encore, ce sont des minéraux sains. Mais car il y a un très gros mais, si vous avez des problèmes de reins, de gouttes d'arthrose et que vous buvez de la Sainte-Sophie pendant plusieurs jours, vous avez sacrément intérêt à avoir un stock de colchimax dans votre armoire à pharmacie. Et comme la colchicine est mauvais pour le cœur, vous risquez de faire un infarctus parce que vous aurez mis de l'eau dans votre pastis. En conclusion, n'achetez pas aveuglément, que ce soit l'eau ou les filtres.
Bien, j'espère que cette vidéo vous aura appris 2 ou 3 petites choses et surtout qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas et que vous ne voulez pas louper les suivantes, un seul moyen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche. Et si vous avez des questions ou des remarques à propos de ce que vous venez de voir, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. J'y réponds toujours avec plaisir. En attendant, faites gaffe à vous et faites gaffe à la nature, c'est votre bien le plus précieux. A plus et à la prochaine dans les bois.